Mercredi 15 octobre 2014, 19h30 à Kinshasa, c'est l'heure de la grande édition du journal. Madame, Messieurs, tout de suite, les titres de l'actualité. Retournement des situations à Abidjan où les léopards de la République démocratique du Congo sont en train de dévorer les éléphants de la Côte d'Ivoire sur la marque de 3-2 en match retour des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. C'est à suivre à la fin de ce journal. Et puis, porteuse de tous les poids de la société congolaise, la femme rurale est à l'honneur aujourd'hui à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale lui dédiée à l'échelle universelle. Le rôle principal de cette femme a été souligné par le gouvernement. Et enfin, adoption aujourd'hui du projet de la loi financière pour l'exercice 2015 à l'Assemblée nationale après que des réponses aient été données par le Premier ministre aux questions soulevées par des députés lors de la présentation du dit projet. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition. Nous ouvrons par l'exposition du salon professionnel des entreprises Business to Business, un cadre où des entreprises et industries exposent leurs produits et services afin de faire valoir leur savoir-faire auprès des consommateurs, qui a été ponctué cette année par des conférences débats, des assises qui ont pris fin aujourd'hui à Kinshasa après 2 jours. Les activités économiques et industrielles des entrepreneurs congolais, souvent ignorées du grand public, ont été en avant-plan lors de l'exposition Business to Business de Kinshasa. Ce patrimoine a fait l'objet de la 9e édition du salon professionnel des entreprises B2B 2014 qui s'est tenue à l'hôtel Memling du 13 au 15 octobre. Une initiative qui avait pour but de favoriser les échanges entre les opérateurs économiques et les consommateurs. B2B Expo 2014 aura été une occasion pour les entreprises de faire la promotion et de procéder à la vente de leurs produits et services. Et pour la visibilité, le B2B réunit toutes les sociétés de la place. Il y a d'autres qui sont à Kinshasa depuis des années, ils ne connaissent pas Delta Express, ils ne connaissent pas trop comment. Mais en venant à ce salon, ils découvrent. Par exemple, il y a des gens qui sont ici, ils demandent là, vous existez depuis combien de temps? Bon, ça fait plus de 20 ans qu'on est là, mais c'est pas vrai. Vous avez toujours dit. Donc on est là et ça c'est l'avantage de ce salon. Et il permet à la population de découvrir toutes les différentes sociétés qui existent ici sur place à Kinshasa. Cette 9e édition a connu une particularité, à l'occurrence des conférences-débats autour des thèmes ayant trait au social des Congolais. Je vous le disais tout à l'heure, eh bien c'est sans surprise, le projet du budget de l'exercice 2015 a été déclaré aujourd'hui recevable à l'Assemblée nationale. Le document a été transmis à la Commission économique, financière et du contrôle budgétaire après les réponses du Premier ministre aux préoccupations des élus sur la question. Alain Boma et Blaise Mwangi. Tout le monde était présent. Le bureau de l'Assemblée nationale, les députés nationaux, la presse, le public, pour entendre les réponses du Premier ministre sur le projet du budget 2015. Accompagné de son équipe gouvernementale, Matata Pogno a esquissé quelques éléments de réponse. Pour les élus, le nécessaire a été fait. Je suis très satisfait pour mes préoccupations. Vous savez, j'avais fait une intervention, j'avais parlé du secteur de la santé et il y avait le désengagement des partenaires de santé et cela créait beaucoup de difficultés pour le fonctionnement des programmes de santé et le Premier ministre a répondu. Je suis aussi très content parce que j'avais posé le problème de l'érosion et du port de l'Onatra de l'Issala qui est dans un état de délabrement très avancé et à ma grande surprise, le Premier ministre a répondu favorablement. On va travailler méthodiquement, on a les revendications des collègues. Nous avons également, chacun ici sait qu'il a amené des rapports de vacances. Et nous allons donc regarder rubrique par rubrique pour faire les aménagements et regarder où se trouve la faute pour ces budgets. Prenons les budgets sur lesquels nous allons pouvoir améliorer en commission. Le président l'a dit et nous osons croire que cette amélioration-là va porter des fruits. Ce projet de loi a été déclaré recevable. Il a été transmis à la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale. Celle-ci dispose de 30 jours pour examiner cette loi.
Augustin Matata Pogno peut rester serein. Contrairement à son ministre délégué aux Finances, Patrick Itebi est attendu ce vendredi à l'Assemblée nationale pour faire face à une motion de défiance initiée contre sa personne. Plus d'une année après la défaite du mouvement du 23 mars, grâce notamment à la brigade d'intervention des Nations Unies, l'insécurité persiste encore dans certains recoins du Nord Kivu. Comme l'a reconnu la MONUSCO cet avant-midi au cours de son point de presse hebdomadaire, le bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme a profité de l'opportunité pour publier son rapport sur l'opération Likofi menée par la police nationale congolaise dans la ville de Kinshasa. Patricia Panzou. La province du Nord Kivu n'est pas une province où tout va mal. Tels sont les propos de Ray Torres, chef de bureau MONUSCO à Goma. Certes, il existe encore quelques poches d'insécurité ainsi que des groupes de bandits, mais la mission onusienne affirme que la situation sécuritaire actuelle dans la province du Nord Kivu est bien meilleure qu'il y a un an. Nous avons dans le Walikale, qui comme vous savez est un territoire très large, très vaste dans le Nord Kivu, un renversement de situation qui doit être souligné. Nous avions il y a quelques mois seulement 75% de ce territoire tenu par des groupes armés. Aujourd'hui, ils ne tiennent plus que 25%. C'est vrai, NDC Tcheka continue de bouger, mais il ne bouge pas parce qu'il a envie de bouger, il bouge parce qu'il est sous pression. Une opération militaire ne résoudra pas le problème de banditisme et d'insécurité dans le territoire du Nord Kivu. Ce doit être accompagné d'un nombre de mesures qui incluent le déploiement des FARDC, le déploiement de la PNC, le désarmement des communautés et tout un système dans lequel les communautés dans leurs ensembles vont participer de cet effort de pacification à long terme. Au cours de cette conférence de presse tenue conjointement entre Goma et Kinshasa, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a présenté le rapport sur les violations de droits de l'homme commises par des agents de la police nationale congolaise lors de l'opération Likofi contre les Kuluna entre novembre 2015 et février 2014. National d'effectivement maintenir, protéger la population civile. En même temps, il y a des normes, il y a des méthodologies qui doivent être respectées par la police en faisant leur travail. Il y a des principes de base qui doivent être respectés pour vraiment assurer la population que la police est là pour les protéger, pas de les arrêter, commettre des exactions graves d'une manière arbitraire, mais on est là pour les protéger. Et à plusieurs reprises aussi, notre bureau de droits de l'homme a soulevé notre préoccupation directement avec les autorités brassavilloises. Il n'y a pas eu un rapport détaillé fait selon notre mandat, tout simplement parce que notre mandat ne couvre pas Congo-Brazzaville. C'est pour cela que nos interventions étaient plutôt basées à partir d'ici. Il faut noter que ce rapport grave de droits de l'homme et fait mention de 41 victimes de sexe masculin qui auraient été commis par les agents de la PNC. Et pour corroborer le constat de la MONUSCO, les différents axes routiers du Nord Kivu deviennent de plus en plus insécurisés suite aux coupeurs des routes avec comme mode opératoire kidnapping et embuscade tendue aux véhicules. Depuis les débuts de la semaine, ils ont opéré sur 3 axes routiers et sur l'axe Goma-Rutshuru, 2 Kenyans et un Congolais se sont vus relâchés ce matin après un kidnapping. Patricia Loua, notre permanent dans le Nord Kivu. Prise en otage mardi matin par des inconnus à Nyahanga, près de 4,5 km de Rutshuru centre. Les 3 otages, dont 2 Kenyans et un passager congolais, ont été libérés ce mercredi matin. Les sources policières à Rutshuru confirment cette information, mais sans pour autant donner d'autres détails sur la libération de ces 3 otages. À en croire les mêmes sources, 2 suspects seraient déjà aux arrêts. Par ailleurs, sur l'axe routier Kiwanja-Butembo, d'autres personnes armées inconnues ont attaqué un minibus de transport en commun en provenance de Butembo pour Goma au niveau de Kahunga, 5 km de Kiwanja. Face à ces coupeurs de route, le chauffeur n'a pas voulu s'arrêter, d'où les tirs sur son véhicule, faisant 3 blessés, dont le chauffeur lui-même et 2 femmes qui tous sont internées à l'hôpital général de Rutshuru. Lundi après-midi, un autre minibus est tombé dans une embuscade des coupeurs de route sur l'axe routier Goma-Sake au niveau de Kasengesi. Ces coupeurs des routes sont parvenus à voler $7 000 américains et 3 500 000 francs congolais auprès d'une opératrice économique de Sake qui était à bord de ces minibus, affirment nos sources.
À voir la montée de l'insécurité sur différents axes routiers au Nord Kivu, l'unique voie de communication avec sécurité reste la voie aérienne, mais malheureusement non accessible à tous. Modernisation du boulevard Lumumba à la vitesse supérieure. Nous sommes à Kinshasa. Cette grande artère sera bientôt dotée d'une passerelle, passage pour piétons. Fridolin Kaswechi s'y est rendu cet après-midi en compagnie de ses collègues des transports et voies des communications ainsi que celui de la santé publique. Élisée Bilonda Kasunga pour le reportage. L'élargissement du boulevard Lumumba de 2 à 4 voies n'est pas sans danger pour les piétons qui voient la plupart du temps les conducteurs rouler à vive allure. Sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement de la République, à travers l'Agence congolaise des grands travaux, a jugé utile d'y installer des passerelles métalliques pour piétons. Passerelles qui enjamberont la route de manière à sécuriser leur traversée d'une rive à l'autre. Elle comporte également un caractère décoratif très marquant pour les routes, comme le souligne Fridolin Kaswechi, ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction. La modernisation de cette chaussée a été faite par la volonté du chef d'État et qui a tenu à ce que la population soit bien sûr aussi sécurisée et qu'elle ne puisse pas traverser avec des stress et que les conducteurs non plus ne puissent pas utiliser la chaussée avec des stress, des peurs de rencontrer à tout moment un piéton distrait ou un piéton peut-être aussi moins attentionné. Présent également à cette visite, Justin Kalumba, ministre de Transport et Voies de Communication, place cette action dans le cadre de la sécurisation routière renforcée. La traversée piétonne aujourd'hui, c'est un défi réel pour notre pays. On n'était pas habitué à ces gabarits des routes et donc nos habitudes doivent changer aussi. C'est vrai, mais il faut accompagner les changements d'habitudes avec des infrastructures appropriées. C'est la firme turque Zenith Group qui exécute les travaux sur un délai de 8 mois pour une enveloppe d'environ 14 millions de dollars américains. La sécurité sanitaire ne sera pas non plus négligée, dixit Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé publique. Et je suis aussi très heureux de constater qu'il y a une rampe d'environ 3% pour permettre à ce que des personnes à mobilité réduite puissent également traverser. La RDC se mobilise et dans toutes les sociétés modernes aujourd'hui, tous les ouvrages qui sont construits, on doit tenir compte des personnes à mobilité réduite. Les 7 passerelles seront installées sur le 3 lots du boulevard Lumumba. Perspective de croissance de l'économie mondiale, il en a été question à Washington où le gouverneur de la Banque centrale du Congo a conduit une délégation congolaise qui a pris part du 10 au 12 octobre dernier aux travaux des assemblées annuelles, le FMI, Banque mondiale. Dans la délégation congolaise, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Monanyembo, qui a également pris part active aux différentes réunions, notamment aux rencontres avec le staff du Fonds monétaire international en charge de la RDC et le département du marché monétaire des capitaux. Il faut noter que le taux de croissance attendu pour 2014 de 8,7% est supérieur à la moyenne africaine de 5,1%. Pour accroître le potentiel de cette croissance, la rendre inclusive, créatrice d'emplois et la pérenniser, le pays doit mettre en œuvre des réformes structurelles ambitieuses qui doivent commencer par un renforcement des capacités institutionnelles, particulièrement dans les domaines de gestion de finances publiques, en priorisant la mobilisation efficace des ressources fiscales. Cela requiert impérativement l'évaluation et l'examen de la réforme de la TVA. Deuxièmement, il faut développer les infrastructures de manière à disposer d'une plateforme d'infrastructures structurantes qui soit à même de stimuler les synergies productives, d'accroître la productivité. Ces assises qui ont connu la participation de tous les États membres ont essentiellement gravité autour des perspectives de croissance de l'économie mondiale. En Afrique subsaharienne, une croissance plus élevée est attendue en raison d'une demande extérieure favorable et d'une forte demande d'investissement, même si les perspectives varient d'un pays à l'autre. Et au Congo, Brazzaville voisin, le paysage politique a un nouvel arrivant depuis le week-end. Il s'agit de la sortie officielle du Congrès africain pour le progrès, un parti politique à caractère panafricain, comme nous dit Fifi Lukusa dans ce reportage.
Sortie officielle le samedi 11 octobre au Palais du Congrès de Brazzaville du Congrès africain pour le progrès CAP, un parti politique à vocation panafricaine. Fruit d'une longue réflexion qui a amené à créer un mouvement de rassemblement prônant les valeurs de dialogue, de paix, d'unité, de liberté, de solidarité, de tolérance et de progrès. Le CAP entend partager avec les fils du continent africain son attachement à l'idéal panafricain pour l'avènement d'une Afrique libre, démocratique et prospère. Nous avons un devoir moral d'exigence, de sérieux et d'efficacité. C'est notre responsabilité de sortir notre pays de la déshérence pour donner aux générations actuelles et futures une perspective réelle. On le sait, le renouveau n'est pas un recommencement. C'est une renaissance avec des douleurs, des nouveaux affrontements. Outre sa vocation panafricaine, le CAP est un parti politique qui tire ses origines du Congo-Brazzaville, d'où ses objectifs primaires. Il nous faut donc relancer la démocratie congolaise en développant des espaces de nouveaux droits et de nouvelles libertés mises à mal par tant de pratiques rétrogrades. Priorité doit être donnée à la bonne gouvernance, à l'état de droit, mais aussi qu'à la mise en place des institutions républicaines. Pour le CAP, la politique doit rouvrir le chemin d'une vraie espérance collective pour ne plus alimenter les humiliations, les peurs et les souffrances que le pays n'a que trop endurées. Rendez-vous annuel respecté, la journée mondiale de la femme rurale a été célébrée aujourd'hui. À l'occasion, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfance s'est adressée à la nation sous le thème « Autonomisation des femmes rurales par le développement de l'agriculture familiale en vue d'accroître la production agricole ». On écoute son extrait sélectionné par Jimmy Lomo. Chers compatriotes, c'est en reconnaissance du rôle et de l'apport décisif des femmes dans la promotion du développement agricole et rural, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'élimination de la pauvreté en milieu rural que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer la journée mondiale de la femme rurale le 15 octobre de chaque année. La journée est célébrée sous le thème Autonomisation des femmes rurales, le rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels. Et au niveau national, le thème retenu est Autonomisation des femmes rurales par le développement de l'agriculture familiale pour lutter contre la malnutrition et la faim en République démocratique du Congo. La commémoration officielle de l'édition 2014 de cette journée aura lieu à Kananga, chef-lieu du Kasaï occidental. Dans le cadre de la mise en œuvre de la révolution de la modernité prônée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, le gouvernement poursuit l'exécution d'un programme vaste de transformation de cadre de vie de la population, y compris les femmes rurales, notamment par la mise en place des pôles économiques et agricoles, dont Bukangalo tout récemment, la réhabilitation des infrastructures de base, des routes d'intérêt national et des dessertes agricoles. Que vive la journée mondiale de la femme rurale, que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. La seconde journée mondiale célébrée aujourd'hui a porté sur les lavages des mains et le ministre de la Santé a rappelé le credo des mains propres, zéro microbe, ce qui revient à dire que la pratique de l'hygiène conduit à l'éradication des maladies, une vue d'esprit porteuse d'espoir pour une société tournée vers son avenir. Le lavage des mains est une mesure préventive efficace, simple et même moins coûteuse pour éviter les microbes. À l'occasion ce 15 octobre de la journée internationale de lavage de mains, le ministre de la Santé publique a déclaré que face à l'épidémie d'Ebola qui sévit à l'ouest de la RDC, ainsi que d'autres maladies des mains sales qui font encore parler d'elles, il est vital de se laver les mains fréquemment. La situation persistante du choléra, de la fièvre typhoïde, des infections respiratoires, du paludisme et des infections diarrhéiques constatées dans une partie du pays est liée en majorité aux mauvaises pratiques hygiéniques de lavage des mains et d'assainissement. Le pays étant toujours marqué par un accès limité à l'eau potable,
une absence d'utilisation des latrines hygiéniques avec malheureusement plusieurs compatriotes. Main propre, zéro microbe, thème retenu cette année afin de faire la promotion du lavage de mains ainsi que des dispositifs utilisés pour cette pratique. Et le ministère de la Santé publique implémente le programme national École et villages assainis qui prône la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et le changement de comportement d'hygiène, notamment le lavage des mains au savon ou à la cendre au moment critique tel avant de manger, avant de préparer les aliments, après avoir été à la toilette, avant de faire manger le bébé, avant d'allaiter le bébé, après avoir changé les couches du bébé. Il s'y est de noter également que grâce au partenariat entre le ministère de l'EPSP et celui de la Santé, le programme Village et École assainie porte des fruits. Les maladies des mains sales ont été réduites de 80% dans les villages déclarés assainis. Et puis, des faits d'actualité internationale sont repris à travers les lignes. D'abord, la Libération qui décrit l'attentat qui a fait au moins 12 blessés au Caire. L'Égypte est de la cible des nombreux attentats visant la destitution de Mohamed Morsi. La plupart sont revendiqués par deux groupes djihadistes, Ajina Nsir et surtout Ansar Beit al-Makades, qui se dit lié à Al-Qaïda. La bombe visait quelques policiers qui se trouvaient là, a assuré un officier de police sur place dans un quartier du centre-ville très fréquenté. À 7 heures, peu avant minuit, un haut responsable du ministère de l'Intérieur, Abdel Fattah Osman, a déclaré à la télévision d'État qu'il s'agissait d'un attentat. Les policiers ont établi un cordon de sécurité qui empêche d'apercevoir le lieu précis de l'attentat et la cible potentielle. Slate explique comment la francophonie cherche à se réinventer. Si la langue française veut rester l'évier du développement, elle ne peut s'appuyer que sur l'émergence des nouvelles formes des médias. Dans 35 ans, 700 millions d'êtres humains auront un point commun, l'usage du français, estime l'Organisation internationale de la francophonie. Elle précise également que 85% de ces usagers de la langue de Molière vivront sur le continent africain. Oui, mais voilà, cette lame de fond pourrait bien faire ptige. Faute d'accès à l'enseignement, nombre d'Africains risquent de facto se retourner vers leur langue maternelle respective, voire d'autres langues comme l'anglais. Des solutions, oui, former davantage d'enseignants. Autre chose, peut-être oui, encourager et favoriser le déploiement des médias francophones sur le continent. Le sport, un stade omnisport de 23 000 places est en construction à Kindu au Maniema sur financement du Bureau central de coordination, d'où revient le secrétaire général au sport, parti voir si le chantier valait la peine d'être poursuivi. Le secrétaire général au sport et loisirs avait une triple mission à Kindu. Vulgariser la loi sur le sport, dresser la liste définitive des disciplines de la province en prévision des 4e Jeux congolais prévus à Kinshasa en décembre prochain et enfin faire un état des lieux de la construction du stade omnisport de Kindu, œuvre du Bureau central de coordination BCECO. Le stade omnisport, je ne sais pas ça le nom, c'est Kabila qui construit ça. C'est Kabila ou Matata, donc il faut dénommer, il faut donner les noms. Il ne faut pas avoir honte, avoir peur. C'est eux qui construisent. Je vais dire que je suis très heureux, très content. Parce qu'au moment où je vous parle, je considère que nous avons un stade à Boma, olympique, dimension olympique, avec tout ce qu'il y a comme annexe. Je considère qu'il y a un stade en Bushman, ultra-moderne, avec tout ce qu'il y a comme annexe. Et me voici aujourd'hui à Kindu. Ça risque d'être l'un des meilleurs stades du pays. Ce stade de 23 000 places est jouxté par un hôpital ultramoderne, propriété privée. Sous la casquette du président de la Ligue des Anamongo, la Lina et des communautés du Maniema, Lakoma, Barthélemy Okito a réuni les chefs coutumiers, les notables et membres des comités de base Anamongo pour les appeler à l'unité, la solidarité et l'amour avant la tenue du congrès de la Lina prévu dans les prochains mois.
Et puis, c'est peut-être une lueur d'espoir pour la République démocratique du Congo qui est en train de mener la Côte d'Ivoire par 4-3. Et ce match se joue bien sûr en Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre du match retour des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Fin de cette édition. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde à travers notre site internet www.bone-tv.com. À demain. Thank you.